Bonsoir à tous. Info Politique reçoit ce soir dans l'ordre Christian Annette. Christian Annette qui est donc secrétaire fédéral du PS, qui va nous parler donc des États généraux et qui nous parlera également d'un courrier qui est paru dans le Journal de Lille et qui apparemment l'a un petit peu émoustillé. Yvon Rouge, bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, le troisième tour des municipales, c'est au tribunal administratif. Le troisième tour, effectivement, parce que le tribunal a examiné aujourd'hui pas mal de cas, de dossiers, les avirons, le tampon, Brapanon, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, c'était la semaine dernière, Sainte-Suzanne, c'est en délibéré, je crois que ça va être d'ici la semaine prochaine. Le 19 octobre. Le 19 octobre, voilà, c'est ça. Donc, oui, effectivement, il y a un troisième tour qui se joue, et puis on verra bien qui va gagner, puisque... Daniel Amelo, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez déposé le recours contre l'actuel maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel. Le commissaire de gouvernement n'a pas souhaité. Le rapporteur public, maintenant, ça a changé. Le rapporteur public n'a pas souhaité l'annulation, en tout cas c'est ce qu'il demande. Mais vous, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez que cette décision peut aller dans le sens de votre recours? Bien sûr, écoutez, s'il n'y avait pas des anomalies graves constatées, des fraudes avérées, on n'aurait pas fait ce recours. Moi, je l'ai toujours dit, et on l'a dit avec notre avocat, on fait un recours vraiment avec des arguments et des dossiers, un dossier solide. C'est ce qu'on a fait. Moi, ce que j'ai retenu dans la première audience, c'est que le rapporteur public a quand même constaté qu'il y a effectivement des anomalies. Mais il a dit que ce n'était pas suffisante pour qualifier, pour parler de fraude. Oui, mais écoutez, nous, quand on voit le nombre de problèmes constatés, je prends un cas, on a 400 voix d'écart, il y a 600 agents à Sainte-Suzanne. Vous donnez une prime, une bonne prime à la veille des élections à ces agents, on peut considérer que la moitié des agents ne sont pas influençables et que l'autre moitié peut l'être. Il faut juste se rappeler qu'en 2008, l'élection du Guet-Bello a été annulée suite justement à une décision concernant les employés communaux. Ben écoutez, ça joue sur beaucoup. Moi, je suis pour l'évolution de carrière de tous les agents. Mais qu'on fasse les choses bien avant l'élection, pas à la veille. Donc, je ne demande pas à ce qu'on retire ces primes qui ont été données aux agents. J'ai rassuré les agents que j'ai rencontrés, mais on constate que ça à un achat de voix. On assimile ça. Comment se fait-il, par exemple, que le maire actuel quand il était candidat pendant la campagne, il ait pu faire pression sur un membre de bureau que j'ai sur Bagatelle, et donc à la veille du deuxième tour, le samedi soir, sur le terrain de foot du Bocage. Bon, lui, il dit qu'il fait l'aide humanitaire. Ah, c'est un peu gros. L'aide humanitaire sur un terrain de foot samedi soir sur le Bocage, j'aimerais bien que toute la population le sache. Comme ça, s'ils ont des besoins sociaux, des revendications, etc., ils peuvent le faire là-bas. Logiquement, c'est en mairie. Logiquement, c'est au CCS. Logiquement, c'est dans un bureau. Ça donne une réception publique. D'accord. Mais malgré tout, vous pensez qu'avec, par rapport à ce qu'a dit le rapporteur public, vous pensez que l'élection de Sainte-Suzanne va être annulée? Juste pour rappeler que la plupart du temps, le tribunal suit l'avis du rapporteur public. En général. Mais je ne pense pas que ça soit l'exception qui confirme la règle. Ben, écoutez, nous, en tout cas, on reste confiants. On attend cette décision, ce délibéré. On prendra aussi des orientations par la suite, en fonction de cette décision qui arrivera, mais on reste confiant parce qu'on sait qu'on a un dossier solide. Et il y a aussi un jeu de réseau sur le terrain aujourd'hui. Chacun essaye plus ou moins de savoir un petit peu, d'anticiper ce qui peut se passer. Nous faisons confiance à la justice, nous espérons que cette justice, de toute façon, prendra la décision de voir qu'on ne doit pas frauder à une élection. La sincérité du vote doit être quelque chose de normal pour tout. Le tribunal n'a pas encore dit qu'il y a eu fraude. Vous prononcez le mot. Et il y a un élément... Et nous, on a prouvé qu'il y a quand même eu ces anomalies et c'est constaté dans ce dossier. Il y a un élément que vous avez encore, donc vous avez encore une carte dans votre manche, c'est cette plainte au pénal concernant cet enregistrement que vous avez déposé, là, concernant un achat de voix en tout cas. Bien sûr, en parallèle, nous avons auprès du procureur de la République déposé plainte
Et actuellement, il y a des enquêtes qui sont en cours, on le sait, puisqu'il y a des personnes de Sainte-Suzanne qui ont été entendues. Donc on laisse, dans ce cas-là aussi, la justice suivre son cours au niveau de l'instruction, et on verra bien, à la fin de cette instruction, les conclusions. Et on est persuadé, là aussi, que... et puis c'est le commissaire du gouvernement, c'est le rapporteur public plutôt, qui le dit, il y a des éléments, des fortes suspicions qui peuvent amener une plainte au pénal. Il le dit, ça a été repris par vos confrères journalistes le lendemain. Donc ça montre bien qu'il y a dans ces dossiers des éléments qui ne seront peut-être pas traités au tribunal administratif, c'est pas son rôle, sur le pénal. Mais ce sera au procureur de la République de trancher dans ce sens. Il y a un climat particulier à Sainte-Suzanne, surtout il y a quelques jours, il y a eu ces 2 tracts qui ont amené la presse repris par la presse, des tracts que Maurice Jourcel a dit d'ordurier. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Est-ce qu'il y a, quelque part, sans le citer, certains vous ont visé? Alors, je ne sais pas qui l'a visé. Nous, en tout cas, on n'est pas concernés par ces tracts diffamatoires. C'est pas notre façon de faire. Nous, lorsqu'on a des éléments à faire passer à la population, on le fait à visage découvert avec des informations qui sont pas erronées. Donc, qu'on donne à la population en tant qu'élu de Sainte-Suzanne. Là-dessus, on n'a rien à cacher. Maintenant, on a dénoncé la méthode de ces tracts, mais on s'est posé aussi la question. Pourquoi ça sort à quelques jours de l'audience et ça joue pour qui? Vous pensez que ça peut émaner du camp de bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si lui il est au courant ou s'il a fait exprès, mais je veux dire, c'est quand même assez gros que ça sorte comme ça et avec des éléments dessus qui sont complètement aberrants. On veut dire qui sortent complètement d'un cadre politique et du cadre d'un projet sur Sainte-Suzanne. Donc c'est pour ça que nous, pour vous, il y a une stratégie de victimisation? Bien sûr, parce que habituellement, lorsque un élu voit que ce genre de tract sort, on n'en parle pas pour ne pas donner de l'importance à ses auteurs. Ça, c'est le cas assez couramment. Eh bien, là, bizarrement, on les met en avant, on les distribue aux journalistes, etc. Je trouve ça un petit peu poussé dans la méthode, et donc c'est pour ça que j'ai dénoncé la méthode. Parce que je redis, qui a payé les fameuses lettres qui ont été envoyées à toute la population, aux agents, aux directeurs d'école, etc. C'est les contribuables de Sainte-Suzanne, puisque ces listings-là ont été envoyés à la poste. Donc quelque part... Pour vous, c'est une propagande? Ben, bien sûr. Pour moi, c'est se faire une publicité en voulant se donner... cas de conscience et demander aux uns aux autres de venir soutenir sa situation, quand on doit, nous élus, soutenir la situation de la population. Il y a des gens qui souffrent encore plus sur le terrain, et je pense que d'abord, on doit se mettre au travail, autour de la table, pour aider l'intérêt général et la population. Il y a eu une manifestation de jeunes à Sainte-Suzanne également, puisque vous dites qu'il y a des gens qui souffrent, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui... Enfin, je veux juste recadrer, parce que cette manifestation a été liée non pas à une demande de... Ça vient de Village-des-Prés, je crois que c'est un jeune de Village-des-Prés qui est venu manifester, paradoxalement, vous allez me confirmer, plutôt contre un PV. Non, pas du tout. Ou pour chercher des emplois? Non, pas du tout. Je ne sais pas d'où vous sortez ces infos. Oui. Moi, ce que j'ai rencontré sur le terrain, ce sont des jeunes de Bagatelle, des jeunes de Bel Air, de Jacques Bel Air, de la ville, de la marine, voire même de quartiers français, qui sont en colère. Je leur ai demandé pourquoi ils sont en colère. Oui, pourquoi? Parce que dans une élection, il y a eu des promesses. D'accord. Voilà. Et des promesses d'emploi, des promesses d'embauche, des choses comme ça. Maintenant, quand ils viennent devant la mairie, moi, le minimum que je demande, c'est que le maire ou les élus les reçoivent, oui, vous avez dit dans un communiqué. C'est ça qu'il faut faire. Et non pas mettre la police municipale en porte-à-faux. Là, j'entends, je vais demander des explications, peut-être samedi, lors du prochain conseil municipal de samedi prochain. J'entends qu'il y a la moitié des policiers municipaux de Sainte-Suzanne qui ont eu un blâme. Alors, pourquoi ils ont eu un blâme? Les syndicats sont sur ce dossier en train de regarder. Je veux dire, c'est pas la police municipale de recevoir la population. C'est aux élus, vous avez dit. C'est de garantir un minimum de sécurité, mais c'est aux élus. Voilà. Donc je demande aux élus de Sainte-Suzanne, de cette majorité, de prendre leur rôle en main, leur responsabilité également, et de recevoir ces jeunes. Parce que jusqu'à maintenant,
Ça peut encore péter. Les jeunes, certains jeunes n'ont pas été reçus. Parce que vous estimez qu'il y a eu des promesses et qu'elles n'ont pas été tenues? Ben, je pense qu'il y en a eu, si ces jeunes nous le disent comme ça. Moi, j'en ai vu en même temps 6 jeunes de Bagatelle, pardon, 6 jeunes qui m'ont dit, ben, c'est comme ça, on leur a dit, il y aura des projets, des emplois, etc. etc. Ils attendent toujours et Ça ne fait que 6 mois. ça n'y est pas. Ça ne fait que 6 mois, mais quel que soit le temps, il y a une explication à donner. Il y a une discussion à faire, il y a un dialogue. Je pense qu'on ne peut pas se camoufler pendant 6 mois et dire on est en train de travailler, d'accord, mais sur quoi? Je prends un autre exemple. Samedi, il y a un conseil municipal, un dossier à l'ordre du jour. Revitalisation du centre-bourg, une partie de rénovation avec le concours que lance l'État sur la possibilité pour certaines communes d'avoir une enveloppe. Je dis, c'est insuffisant. Les dossiers de Sainte-Suzanne sont bloqués depuis septembre, il n'y a rien qui sort, et c'est le plan local d'urbanisme qu'il faut sortir. Il faut qu'au niveau de la Sinor, là où on est, puisqu'on est avec Sainte-Marie et Saint-Denis, ben, qu'il y ait le plan local d'urbanisme Sainte-Suzanne qui sorte très rapidement, puisque c'est bloqué depuis 3 ans et demi par le maire actuel. Je le dis, je le répète. Et ça, c'est grave. Il nous reste un petit peu moins de 7 minutes maintenant, mais on va parler du Conseil général. Vous serez candidat au départemental de 2015 ? Il se pourrait. Je prends actuellement une discussion avec mes militants. Vous faites partie du PLR, c'est ça, le parti politique? Oui. Je suis actuellement au PLR. Le parti du Gâte-Bélo, oui. Je suis conseiller général sortant. Vous savez que les cantons ont bougé. Oui, ont bougé, oui. D'accord. Sainte-Suzanne, vous pourriez nous rappeler, donc Sainte-Suzanne, Sainte-Suzanne, ça part jusqu'à Cambuston. Voilà. Donc il y a Cambuston et Sainte-Suzanne qui font un seul canton. 2 tiers des votants à Sainte-Suzanne, 1 tiers à peu près à Cambuston, sur ce nouveau canton. Maintenant, il y aura une discussion. Je n'ai pas encore signalé ma candidature et lancé une campagne cantonale, même si les mois qui arrivent vont être des mois très politiques. Mais on y réfléchit, bien sûr. On est dans une démarche, une stratégie. Pour être candidat, quelqu'un doit vous donner sa bénédiction, ou sinon c'est vous-même vous décidez? Écoutez, d'abord, je pense que c'est les militants et la population. Donc c'est ce contact de terrain. Demander une bénédiction. Et quand vous dites des militants, c'est-à-dire vous allez réunir un bureau à Sainte-Suzanne et puis... Bien sûr. On ne peut pas. C'est la section PLR de Sainte-Suzanne. Pas simplement. D'accord. Au-delà. On a, au-delà de la... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez également Aline Murin-Waro avec vous. On a Antonio Grondin, de l'UDI, qui est du centre. On a, du centre. On a élargi notre vision politique sur un projet en concertation, en respectant les uns les autres. Donc moi, peut-être que j'ai eu aussi cette capacité à travailler avec les autres, avec mon expérience aussi d'élec, qui a fait que j'ai dû travailler avec 24 délégués d'horizons politiques différents. Ça s'est bien passé, etc. Quand vous étiez président. Quand j'étais président. Donc au jour d'aujourd'hui, il faudra de toute façon travailler en collaboration. Je pense que l'électeur de base, ou l'électrique de base, n'a pas d'étiquette politique proprement parlé, mais il y a des convictions des uns et des autres, des valeurs des uns et des autres. Donc on doit pouvoir rassembler le plus grand nombre. Nous, c'est sur quoi on travaille actuellement, et sur le projet municipal également, puisque le projet municipal n'est pas totalement bouclé, fermé. On est dans une phase de recours où les instructions nous diront demain, après-demain, comment les choses vont évoluer. Mais bien sûr, nous serons présents dans la situation des élections à venir. Je ne sais pas quelle sera la décision du TA, mais ça sera encore une nouvelle confrontation. Ça pourrait être une confrontation entre Maurice Gironcel et son ancien premier adjoint. Alors, non, je pense que ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de projet et de situation qui a changé. Nous avons, aujourd'hui, des idées différentes sur le développement de Sainte-Suzanne. Je l'ai dit, je le répète tout à l'heure, moi je suis dans du concret. Je veux que les choses avancent vite pour Sainte-Suzanne. Je ne veux pas que Sainte-Suzanne soit en attente et en retard surtout. La fiscalité pèse très lourd à Sainte-Suzanne. Et ensuite, il n'y a pas de recettes nouvelles qui rentrent. Donc on ne peut pas rester à ce niveau-là. Sinon, ça va exploser. Quand vous dites que vous êtes dans le concret, mais c'est lui qui est élu.
il est élu, mais ça ne sort pas. Il n'y a pas de projet. Pour avoir un projet de développement, il faut avoir un projet d'aménagement également sur cette zone. Il n'y en a pas actuellement. C'est ce qu'on réclame au maire actuel. Donc ça ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique de chantage à chaque fois, à chaque élection, de voir comment... c'est la faute à qui? À celui qui fait le chantage ou à celui qui gobe malheureusement et qui tombe dans le piège? Je pense que plus à celui qui fait le chantage. Parce que c'est trop facile de dire à une population qu'on va faire ci, on va faire ça, ne vous inquiétez pas, c'est pour demain. Et ensuite, on travaille, laissez-nous travailler, on n'a pas le temps, etc., etc. Donc ça, c'est plus aux politiques de prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Je pense que, on dit souvent que le politique est local, en tout cas municipal et autres, c'est celui qui est plus proche de la gifle. Il ne faut pas pousser le bouchon. Il faut vraiment être aussi pragmatique et ensuite aussi être dans un débat de projets et expliquer ces projets-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas un problème d'homme. On a une équipe. C'est un problème de vision, de projet. Un problème de vision, de projet. Alors, problème de vision, de projet, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Le PLR aujourd'hui discute avec le PS dans le cadre des régionales. Vous avez de bonnes affinités avec la direction de la région actuelle. Ça va... La direction du Conseil général. Non, de la région. Ah, et de la région, oui, de Didier Robert, oui, effectivement. Aujourd'hui, comment ça va se situer? Comment vous allez vous situer? Parce que vous êtes quand même dans l'équipe, la majorité du département. Avec vous êtes au PLR, on ne peut pas dire que Nassim Haidar est très proche du Gade Vélo. Vous n'êtes pas un petit peu... Non, pas du tout. Moi, je suis à l'aise. Je redis. L'expérience que j'ai vécue au Sidélec m'a permis de me situer dans une situation de gouvernance partagée au Conseil général. Vous avez, vous, les journalistes, suffisamment décrit quelque chose qui est peut-être qui sort de l'ordinaire à La Réunion, mais la droite, la gauche, etc. C'est une autre vision c'est une autre vision des choses. Maintenant, bien sûr, chaque parti essaiera de compter ses points, quelles que soient les élections. Mais aujourd'hui, je pense que si on veut qu'il y ait moins d'abstention lors d'un scrutin, il faut vraiment montrer à la population que c'est pas chacun qui tire dans son coin pour sa petite gouvernance personnelle, mais vraiment qu'on met au centre de la table un projet partagé et quel intérêt pour cette population. Voilà. En moins d'une minute, quelle que soit la décision qui tombera le 19 octobre, quelle va être votre démarche jusqu'à mars 2015? Ma démarche, c'est de continuer à travailler dans l'intérêt de la population de Sainte-Suzanne, bien sûr, de la CINOR, puisqu'on est dans une communauté d'agglomération, du département, puisque je suis au Conseil général, de continuer à travailler pour la Réunion. Donc, quelque part, ce n'est qu'une étape. C'est recours. Il faut avoir une vision de façon à long terme des choses et se projeter pour dire, bon, il y a encore du temps devant nous, il faut se mettre au travail, réellement, il faut sortir les projets, et éviter de se dire l'explosion sociale nous pend au nez, ah c'est pas de notre faute, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, est-ce que les gens sont mal lunés? Non. Depuis un certain temps, cette population attend qu'il y ait des élus aussi qui se mettent au travail. Donc quelque part, voilà, je pense que ce qu'on continuera à faire, c'est continuer notre combat politique qui ne s'arrête pas. Daniel Lameno, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes conseiller général de Sainte-Suzanne et également le chef de file de l'opposition et que vous avez donc posé ce recours au TA contre l'élection donc de Maurice Gironcel. Merci à vous, bonne soirée. Nous allons maintenant recevoir Ibrahim Dindar, donc, qui est président de la droite sociale, qui va nous parler également on va parler également du TA, mais on parlera surtout de ce qui s'est passé pendant ces événements à Saint-Denis. Nous allons parler aussi de l'emploi, parce que l'emploi, c'est un élément qui aujourd'hui est sujet de toutes les discussions, surtout politiques, et d'autant que pour 2015, mars 2015 et pour décembre 2015, il faudra en parler. Ibrahim Dindar, bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais que on parle de TA.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus élu, mais vous êtes quand même président. J'ai démissionné de tous mes mandats électifs, mais je continue à faire de la politique parce que je reste président de la droite sociale. Juste mais je ne suis plus à la recherche de mandat électif, ce qui me permet d'avoir plus de liberté de parole. Oui, vous étiez effectivement conseiller général du 5e canton de Saint-Denis et vous avez démissionné pour devenir directeur de cabinet de Madame Nassima Dindar, la présidente du conseil général. Juste pour vous faire une petite précision, c'est que la droite sociale à La Réunion, par rapport à la droite sociale en métropole, c'est vraiment pas la même chose. Oui, il faut rappeler ce point de vue. Nous avons transformé l'Union centriste libérale en droite sociale il y a quelques années, bien avant que Laurent Wauquiez ne crée le club droite sociale au Saguenay-UP. Il n'y a aucune relation entre nous, aucun lien. Juste pour rappeler, donc démocratie libérale, c'est ça le parti de. Mais comment définir démocratie sociale ici alors? Non, la droite sociale. La droite sociale, pardon. La droite sociale est un parti régional qui existe depuis une vingtaine d'années. Ça ne s'appelait pas comme cela avant. C'est un parti qui, de ce fait, est essentiellement tourné vers la question réunionnaise, la question du développement de la Réunion. Et sur le plan doctrinaire, nous combinons intelligemment un triangle qui est celui du social-libéralisme, c'est-à-dire la promotion de l'économie de marché, de la libre entreprise teintée de correctifs sociaux. Donc on laisse les gens faire le rôle de la puissance publique, c'est de corriger les éventuels effets pervers d'une économie de marché trop lâche, trop laxiste. Ensuite, nous sommes pour le développement durable et nous sommes contre la politique actuelle de François Hollande. Voilà, justement. Oui, mais enfin, François Hollande nous a entendus et a rejoint la droite sociale. J'en suis très heureux. Non, mais écoutez, c'est pas les idées d'un tel ou d'un tel, c'est le bon sens. Aujourd'hui, c'est pas ce que pensent les socialistes rondeurs. Hein, oui, non, mais ils sont à côté de leur pompe, ceux-là. Appelons un chat un chat. Enfin, franchement, ils n'ont rien compris aux évolutions de la mondialisation, aux attentes des entreprises, aux problèmes de la désindustrialisation de la France, de la compétition acharnée que nous livre des grands pays tels que la Chine, etc. Aujourd'hui, le bon sens doit l'emporter. Le bon sens, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un monde ouvert, dans un monde où les entreprises n'ont plus de barrières, n'ont plus de frontières et sont en totale concurrence. Et dans ce monde ouvert, nous devons vraiment respecter ces créateurs d'emplois et de richesses que sont les entreprises et les libérer de tous les carcans dans lesquels ils se trouvent. Donc c'est une prise de conscience du gouvernement actuel et j'en suis très heureux. Il pense enfin à libérer les entreprises et à les rendre plus compétitives pour, je l'espère, permettre l'emploi en France, tout en ayant une politique environnementale, de développement durable, etc. Et c'est ce que prône la droite sociale depuis 20 ans à La Réunion. Et on semble le découvrir aujourd'hui, j'en suis surpris. Ce discours, justement, vous l'avez tenu quand vous êtes allé à la rencontre des jeunes dans le Chaudron. Vous avez dit qu'aujourd'hui, l'emploi, ce n'est pas l'État, mais c'est les entreprises. Enfin, ce n'est pas les collectivités, mais c'est les entreprises. Plus que jamais, les élus locaux, les acteurs de politique réunionnais doivent le rappeler à la population. Nous avons eu, depuis la départementalisation, cette facilité d'offrir à nos citoyens, demandeurs d'emploi, des emplois relativement faciles d'accès, puisque pas souvent nécessitant des qualifications, des emplois qui, lorsqu'on est dans cette collectivité, bénéficient d'indexation, ou dans d'autres d'un salaire moins élevé, mais quand même d'une sécurité. Donc, décennie après décennie, c'est le modèle dans lequel les gens se sont projetés et c'est le modèle dans lequel se projettent les jeunes d'aujourd'hui en disant mon grand frère, mon papa a eu un emploi dans une mairie ou dans une collectivité. C'était un peu l'époque un peu du paternalisme, un peu du piston aussi, etc. On se rappelle l'époque des quinzaines. Oui, une quinzaine de chômage, c'était le bon temps. Parce que je disais pourquoi c'était le bon temps. Parce que moi j'étais un jeune adjoint à l'époque. Et les gens venaient chercher à Belle-Pierre, d'Auguste Legros. Et les gens venaient chercher leur emploi et ils étaient heureux de travailler et de toucher un butin de salaire en fin de mois au terme de leur quinzaine. Et puis il y a eu cette histoire de 89 où on a basculé d'un RMI sans contrepartie de travail et les gens se sont retrouvés à avoir un revenu de solidarité dont je ne conteste pas l'utilité, mais sans activité et sans perspective d'insertion. Et depuis cette date-là, il y a eu ces dérives. Et aujourd'hui,
on a deux facteurs concordants qui sont négatifs et qui rendent trop attractif l'appel aux élus. C'est d'abord l'indexation de la fonction publique, donc qui font que les jeunes non qualifiés, a fortiori, ils se disent le seul revenu intéressant que je puisse avoir, c'est grâce à un élu. Ouais. Et les jeunes qualifiés disent quant à faire, autant être fonctionnaire que pas. Et l'autre facteur défavorable, c'est que dans ce pays, les revenus de la solidarité sont aussi intéressants que les revenus du travail. Donc aujourd'hui, les gens ont ce double modèle et ne sont plus véritablement acharnés à courir derrière un emploi d'une entreprise. Il y en a qui disent revenus de la solidarité, oui. Il y en a qui disent revenus de l'assistance. Oui, ce terme, il ne faut pas le rendre péjoratif. Les gens ont une assistance de type social que leur doit la société. C'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'on les maintient dans ce système. À qui faut-il plus le vouloir? À un public? Il y en a qui cherchent du boulot, il y en a qui essayent de s'insérer, qui essayent de se former. Ouais. Il y a ceux qui profitent aussi du système. Cela ou les élus qui, derrière, entretiennent une clientèle électoraliste pour pouvoir avoir la mainmise sur un électorat qui leur assure souvent une réélection. Je ne partage plus ce cliché. Il y a 20-30 ans, les élus, il y avait de l'argent d'abord dans les caisses, et ils étaient un peu paternalistes, ils avaient une vision de dépenses de fonctionnement assez lâches, et effectivement, ils avaient des employés qui avaient un sens de la reconnaissance, et donc il y avait un échange de bons procédés. Depuis quelque temps, les gens ne sont plus dans le militantisme et dans la reconnaissance. Ils sont dans la consommation d'un emploi, ils sont dans la pression, appelons un chat, et ils ne donnent pas aux élus qui leur offrent un emploi le retour auquel l'élu peut s'attendre. Et les élus se sont aperçus de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple ce qui a été organisé à Saint-Denis, un job dating avec 400 postes à la clé, il y a eu 3000 personnes qui se sont présentées. Quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même, il y a des gens qui veulent travailler, qui cherchent un travail, qui cherchent un contrat. Oui, là, par exemple, oui, mais 3000, oui, mais 3000 c'est insuffisant, je suis désolé. Oui. Il y aurait dû avoir ce jour-là 30 000 personnes. 30 000 personnes. Non, écoutez, moi, il ne faut pas généraliser. Mais j'ai eu l'habitude d'avoir un certain franc-parler. Beaucoup d'entrepreneurs, notamment des artisans, disent je ne trouve pas d'employés. Oui, mais les agriculteurs, là, ça pose le problème de la formation, ça veut dire quoi? De l'inadéquation de la formation par rapport à... c'est pas un problème de motivation. Voilà, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais écoutez, pourquoi vous voulez qu'un jeune ou un père de famille de 50 ans se lève à 4 heures du matin, comme le faisaient les anciens, pour aller prendre le bus, pour aller sur un chantier qui se trouve de l'autre côté de l'île, dans une entreprise artisanale, pour gagner 1200, 1300 euros net par mois, alors qu'avec les revenus de la solidarité, un bécage de clé, lui gagne plus. C'est ça le problème. On ne peut pas non plus en vouloir à ceux qui profitent. Le système offre aux gens un choix et il serait bien bête de ne pas en profiter. Ils ont le choix. Après, ça pose le problème des valeurs de notre société, d'image, de nous réunionner, comment on se projette par rapport à ça, par rapport à l'image qu'on donne à nos enfants, et par rapport aux valeurs que nous ont léguées nos parents. Nos parents étaient beaucoup plus pauvres que nous, mais bon, ils faisaient mieux. Ils balayaient devant la porte déjà, ils balayaient, ils nettoyaient leur cour, ils nettoyaient devant leur trottoir, ils allaient à l'église avec le petit costume, le petit chapeau. Bon, il y a un tas de choses qui ont dégradé, mais ils causent comme un vieux combattant, mais tout ça a foutu le camp. Et quand les valeurs qui fondent le socle d'une société s'effritent, on a ce qu'on a aujourd'hui. Mais pas seulement à ce niveau-là. Si on revient, regardons les allocations familiales à l'époque, le parent isolé, on voit bien quand même qu'on a, formaté une société à quelque chose de facile. On a autant les emplois aidés ou des petits contrats, ça permet à certains de profiter du système, mais on voit bien qu'à chaque fois, il y a des dispositifs qui aident aussi à l'oisiveté, à la facilité, à profiter du système. Un petit peu. Comme je vous le dis, le dispositif a pour conséquence que les gens vivotent, vivent mal, mais survivent. Survivre, parfois, c'est bien, parce que quand vous allez devant un supermarché ou dans les parkings des immeubles sociaux, les voitures qu'il y a, c'est pas des vieux tacos, hein. Mais c'est vrai que... C'est à crédit, malheureusement. Mais justement... ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vivent bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les gens vivotent,
mais survivre grâce à tout ce système d'allocation de solidarité, de crédit à la consommation. Mais est-ce le bon modèle pour notre société? Est-ce que demain le Réunionnais va s'interroger sur C'était la question que je vais poser à Ibrahim Dindar, c'est qu'il y a le mars 2015, il y aura décembre 2015, donc les départementales, les régionales... Oui, l'année prochaine sont des années importantes en matière électorale. Vous serez candidat au départemental? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'arrête. Vous avez arrêté la politique? Oui, j'arrête. Je continue à faire la politique à ma manière, mais je ne suis plus à la recherche de mandat électif. Alors comment je serai candidat nulle part l'année prochaine. Puisque là, c'est plus facile, vous êtes plus libre de vous exprimer à la rigueur. Comment dire aux futurs candidats, aux futurs politiques qu'il faut des projets, qu'il faut vraiment mettre en place des projets pour que la population puisse adhérer à quelque chose de valable? Oui, je partage votre point de vue. Il est fondamental que dorénavant, d'abord les élus disent la vérité aux Réunionnais. Il n'y aura plus de travail facile. Les marmailles qui cherchent aujourd'hui, les marmailles ne cherchent pas un travail aujourd'hui. Enfin, je généralise. Ils ne cherchent pas un travail, ils cherchent un salaire. Réfléchissez à la différence dans mes propos. Bon, il faut dire qu'il n'y aura plus de travail pour tout le monde à La Réunion, donc que certains devront partir en mobilité. Et là, même problème, 400 postes, seulement 3000 bonhommes. Moi, j'offre des postes de travail par le CNARM, acteur majeur de la mobilité du Conseil général, dont je suis resté président. J'ai très peu de candidats. Les gens préfèrent être chômeurs ici que d'aller chercher un emploi en métropole pour mieux revenir. Parce que pour moi, aller en métropole, c'est une étape dans la vie d'un individu, une étape d'ouverture. Est-ce qu'on les présente comme ça? C'est ce que nos grands-parents ont fait. Quand mon grand-père était dans un bateau connu en parlant à peine français, comme les vôtres d'ailleurs, les nôtres, c'est ce qu'ils ont fait, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, les jeunes savent, on est à 11h40 d'avion de métropole, à un billet moyen de 800 000 euros. Donc je veux dire, il ne faut pas exagérer. Et aller pour mieux revenir. Ce slogan-là, j'aimerais bien qu'il rentre dans la tête des gens, parce que dans les années à venir, sous réserve que, et là j'en viens à votre deuxième propos, sous réserve qu'enfin on porte un projet de développement et que le gouvernement suive notre projet de développement. Aujourd'hui, c'est un scandale. Le gouvernement, la réponse qu'il apporte à La Réunion, à notre taux de chômage, c'est pas le soutien à une politique économique de haut vol, c'est 40 000 emplois aidés, c'est 5 000 emplois à venir. C'est des choses qui ne sont pas structurellement... Justement, sur ce point-là, on a vu que le gouvernement dit que les zones rurales garderont leur conseil général. La Réunion est devenue zone rurale il y a quelques jours, l'ensemble de La Réunion. Donc La Réunion gardera son conseil général après 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, au niveau structurel, est-ce qu'il n'y a pas eu besoin, comme certains partis politiques le demandent, c'est une évolution de l'institution, créer une assemblée unique, une gestion, la clause de compétence générale, mettre fin à cette clause de compétence générale pour qu'on arrête de faire de la redondance au niveau des budgets? Est-ce que, politiquement parlant, on n'a pas l'impression quand même que certains ne font que garder leur précaré et que ne pas vouloir faire évoluer les institutions, c'est aussi stagner quelque part? Alors... En toute franchise, je défends le maintien du Conseil général, mais en toute objectivité, si on devient Assemblée unique demain, voilà. Vous ne serez pas contre? Ce ne serait pas choquant. Parce qu'il y a un chevauchement des compétences. Cela ne serait pas entre choquant. Je défends aujourd'hui l'organisation institutionnelle actuelle, parce qu'elle colle au même temps métropolitain. C'est plus l'organisation administrative. Voilà. Et deuxièmement, parce que globalement, aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a une région, un département, 5 collectivités d'agglomération, 24 communes. Foutre un coup de pied là-dedans, quel en est l'intérêt si changer l'organisation administrative et institutionnelle réunionnaise n'a d'intérêt que si c'est pour servir un projet de développement. Il y aurait moins d'élus, moins de dépenses. Écoutez, est-ce que vous pensez franchement que si demain, au lieu d'avoir 45 conseillers régionaux et une cinquantaine de conseillers départementaux, on passe de 95 à 60, ça va régler le problème des 133 000 chômeurs, des 30 000 demandeurs de logement en attente. Finalement, si on y revient... Vous avez... Caricatural. Oui, un peu. Cessons les clichés. Les élus, oui, ils gagnent une petite indemnité, oui, de temps en temps, ça fait une mission en métropole. Mais est-ce que c'est ça le problème du développement de La Réunion? Est-ce qu'en stoppant ça, en stigmatisant l'élu, est-ce qu'on va régler le problème du développement économique de La Réunion? Ne stigmatisons pas l'élu. Je n'en suis plus. Non. Mais franchement, c'est pas ça. Vous savez, être élu aujourd'hui, pourquoi me l'arrêter? C'est devenu infernal.
Et ce n'est plus valorisant d'être élu aujourd'hui. Certains en profitent. Non, c'est plus valorisant. Ibrahim Dindar, les mauvaises langues diront que vous avez choisi la facilité, parce que vous avez choisi directeur de cabinet, vous avez moins d'ennuis et vous gagnez plus. Donc, c'est pas plus mal. Avant, avec mon salaire d'expert comptable salarié et mes indemnités, j'avais un salaire beaucoup plus important que celui que j'ai aujourd'hui. Donc, d'abord, j'ai choisi une voie différente, mais c'est pas lié à des aspects matériels. J'ai préféré arrêter parce que, à un moment donné, quand vous avez fait 30 ans de politique et que vous n'êtes plus en mesure de gagner des élections parce que les électeurs un peu marre de votre tronche, quoi. Bon, vous dites, écoutez, je me suis présenté 3 fois aux législatives. À chaque fois, je descendais de 3-4 points. L'ami moi des Bouglats en train d'accrocher comme des malades à dire qu'il va être encore candidat alors qu'ils ont déjà eu 2-3 corrections. Ils pensent à des Bougassani, par exemple. Bon, ils continuent. Mais c'est des malades, quoi. À un moment donné, le peuple te dit, ouais, d'accord, bien ou bien, mais bon, me mettra jamais en l'air, soit on continue à être un numéro 10 ou un numéro 14, soit on arrête. Et en portant, parce que j'ai quand même une belle expérience, j'ai quand même une compétence, en l'apportant, je sers mon pays autrement. D'une autre façon. Voilà, je sers mon pays autrement. Mais Diacam, c'est pas simple. La preuve, c'est moi qui suis allé essayer de faire lever le barrage devant l'UTR Patata Durand. J'ai jamais fait ça quand je fais la politique. Et là, je suis allé parce qu'il fallait bien que quelqu'un y aille. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors, justement, on en revient. On dit qu'on ne va pas stigmatiser les hommes politiques, mais est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est l'électorat ou il faut changer les hommes politiques? Les deux. Les deux, parce que l'électorat a des responsabilités. D'abord en s'abstenant lourdement, deuxièmement en votant pour le dernier, la nuit distribuée à lui, la promesse ou le petit avantage qui ne durera que le temps d'une danse. Donc il faut qu'il soit beaucoup plus critique dans l'appréciation qu'il a du travail de ses élus. Il faut qu'il veuille que ses élus soient compétents, sincères. Et je ne suis pas choqué, moi, qu'un élu ait l'ambition personnelle. Ce qui me choque, c'est qu'il n'ait que l'ambition personnelle. Je voudrais qu'il ait d'abord en ligne de mire l'ambition générale, l'intérêt du peuple, tout en ayant une ambition. Les gens font de la politique. Qu'on commence conseil municipal, qu'on veut être adjoint, qu'on veut être adjoint, qu'on veut être maire, qu'on veut être maire, qu'on veut être député. N'importe quel ouvrier dans une entreprise veut faire ça. Monsieur Montrouge, c'est un exemple. Il a grimpé dans son entreprise avec beaucoup de brio et de talent. Et c'est normal. Non, mais tout le monde veut grimper. Donc il faut qu'ils arrêtent de se faire rouler dans la farine par les élus. Donc je leur demande de développer leur esprit critique, mais d'une manière plus objective. Et ensuite, les élus, il faut qu'ils arrêtent... Ça, c'est la population. Et les élus, il faut qu'ils arrêtent de prendre... Il faut qu'ils se mettent au boulot pour vraiment s'entendre. Et là, je me semble que le monsieur qui causait avant moi, mon ancien collègue, admet tout à fait que quand les élections sont passées, les clivages politiques disparaissent et on doit travailler dans l'intérêt des Réunionnais, ce qu'a su très bien faire. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Si, Nassima Dindar l'a fait au Conseil général. Après, quand il y a les législatives, puis les municipales, il y a des crispations, chacun reprend un peu ses billes. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Une question, vous serez directeur de campagne de Nassima Dindar? Non, parce que ça ferait un mélange des genres entre ma fonction de directeur de cabinet qui m'oblige quand même à être présent au département et à avoir une apparence, une posture, excusez-moi, je ne ferai pas le mot d'objectivité, de neutralité, mais en dehors de mes heures de travail, je participerai activement à sa campagne. Voilà, à vous de décoder. Pourriez-vous mettre en congé? Je le ferai en tant que de besoin quand l'heure sera arrivée. Ibrahim Dindar, merci. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir donc répondu à nos questions. Je crois donc que vous êtes le président de la droite sociale à La Réunion. Merci donc. Je vous propose de regagner, pour laisser la place donc bonne soirée. Bonne soirée. Nous allons donc accueillir cette fois-ci Christian Annette, donc secrétaire fédéral du Parti socialiste. C'est lui qui est en charge de la mise en place des états généraux qui débutent demain soir à la Nordève, au parc des expositions donc à Sainte-Clotilde. Donc on va discuter avec lui de ces états généraux et on parlera également puisqu'il est conseiller municipal à la mairie de Sainte-Marie. Il a eu le plaisir de voir un courrier qui lui a été adressé apparemment Jean-Luc Lagourgue. Jean-Luc Lagourgue, donc le maire de Saint-Denis. Il va donc également parler de ça. Christian Annette, bonsoir. Bonsoir. Alors la question c'est donc pas de chemise rose ce soir?
Non, j'ai pas de noir, j'ai du rose, du mauve. J'ai tout ce qu'il faut, toutes les couleurs, mais je suis rose et socialiste. Voilà. Alors, on va commencer par le premier. Donc, je rappelle, donc, je disais que vous étiez le secrétaire fédéral du Parti socialiste, que vous êtes en charge. Donc, vous avez la délégation finance, c'est ça? Non, aménagement et économie. Donc, moi, je me suis trompé sur les deux. Voilà. Et on va commencer par ça. Les États généraux. D'abord, les États généraux. Pourquoi? Et quel est l'objectif? Alors, les États généraux, c'est une consultation militante. Et nous en avons l'habitude au parti, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Régulièrement, nous faisons des consultations militantes pour se reposer les vraies questions, les bonnes questions. Il y en a eu en 2010, il y en a eu en 2008. Et je crois que chez nous, ce qui fait la force du parti, c'est les militants, c'est le débat. Et en permanence, il y a eu des débats. Bon, il y a eu un grand débat en 1920, le congrès de Tours, avec cette scission PCF, SFIO. On n'était pas nés. Mais on se nourrit de cette culture chez nous, la culture du débat. Et il faut être dans ce débat d'idées pour être une force de proposition, et nous continuons à l'être. Je vais dire que la dernière... La référence reste quand même le congrès d'Épinay. Bien sûr, mais je veux remonter symboliquement. Voilà, le schisme, ça a été 1920. Donc aujourd'hui, je fais exprès d'en parler parce que nous sommes bien socialistes. Nous ne sommes pas des marxistes, ni révolutionnaires, ni réformistes. Nous sommes des socialistes. Il y a des socialistes et des frondeurs aussi. Il y a des frondeurs, mais ça existe. Mais nous sommes, mais ça ne choque personne. Les frondeurs, c'est le débat. Ça rejoint ce que vous disiez. Oui, mais c'est le débat. Voilà, c'est le débat. Il y a des courants au sein du parti, et ça fait la richesse de notre parti. Les frondeurs, qu'est-ce qu'ils demandaient? Je veux bien répondre à M. Montrouge. Un peu moins de libéralisme. Non, ils ne voulaient surtout pas qu'on soit sur les 3%. Ils ne voulaient pas qu'on soit en 2015. Bon, tout le monde est rassuré, on ne sera pas. Maintenant, c'est pour 2019. Donc, vous voyez, les frondeurs vont moins fronder. Ils ont quand même dit 2017. 2019. On sera sur 2019. Et puis, le vrai problème, ce n'est pas l'Europe. C'est l'économie française, ce sont les emplois en France. L'Europe, on verra bien ce que dira Bruxelles, on verra bien. Il faut respecter Bruxelles, mais si on ne fait pas ce qu'on veut, on n'est pas tout seul. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses là-dedans. Il y a justement cette politique menée depuis 2012 par François Hollande et son gouvernement. Il y a eu d'abord Jean-Marc Ayrault, après il y a eu Valls 1 et Valls 2. Aujourd'hui, c'est Valls 2 qui pose un problème. J'allais dire, est-ce qu'il y a une crise de foi, une crise de conscience? Parce que pour certains, porter cette politique aujourd'hui que fait le gouvernement, avec un homme comme Emmanuel Macron qui a été banquier chez Rothschild, alors est-ce qu'aujourd'hui on est passé de la social-démocratie au social-libéral? Non. Alors, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de sectarisme. Que ce soit Macron ou Valls, ils sont socialistes, ils ont leur place chez nous. Je ne vois pas pourquoi on doit nous qualifier. Bientôt, on ne sera pas socio-libéral, mais on sera ultra-libéral. Non, moi je soutiens. Alors, je vais vous dire très clairement, je soutiens ce qui se fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti qui est aux responsabilités. Hollande est aux responsabilités, il faut que ça marche. Et on va dire, en 2 minutes, quelle est la situation qu'on a retrouvée en 2012? Vous vous en souvenez? Le quinquennat avant, que disait Fillon en début de quinquennat? Les caisses de l'État sont vides. Il a parlé de faillite. Fillon, vous vous en souvenez? Oui, l'État est en faillite. Oui, est en faillite. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand même? Ce duo de champions qui veut redonner de l'espoir à la France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sarkozy, Fillon. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plus 15% de dépenses de l'État. Et on a eu 600 millions, plus 15%. Voilà, non, 600 milliards. On a eu des déficits jusqu'à 7,6%. Donc, et aujourd'hui, je les entends faire la morale. Mais ça me fait un peu sourire. Je pense qu'il devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité. Donc la situation était très mauvaise. Que fait le gouvernement? Que fait Hollande? Il agit. Il donne 40 milliards aux entreprises. Très bien, mais bien sûr. On va y venir. On va y venir, Monsieur Montrouge, si vous voulez bien. On va y venir. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il agit sur 3 leviers. Le premier, l'endettement, indispensable. On ne peut pas laisser filer la dette. Tout le monde en est conscient. On est à 2000 milliards. On est à 2000 milliards, depuis hier ou avant-hier. Et on le sait, 95% de notre PIB. Bon, maintenant, ça c'est le premier levier, indispensable. On ne peut pas laisser filer la dépense publique. Et ça ne vous a pas échappé, M. Montrouge, que sur le budget 2015, quand même, il y a 21 milliards d'économies. Très douloureux pour les Réunionnais, pour les Français. Mais pour les familles, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et nous, on en est aussi très malheureux. Ça, c'est le premier levier, l'endettement. Le deuxième levier, l'offre. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a rencontré en arrivant au pouvoir? Vous vous souvenez, en novembre 2012, le rapport gallois. Qu'est-ce qu'il disait? Une compétitivité en lambeaux.
Donc il faut bien quand même, et ça c'est pas Hollande, une compétitivité en lambeaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre appareil productif, il ne produisait plus. Donc il faut bien redonner force à la compétitivité. Quand on donne 40 milliards. Quand vous me dites ça, j'ai l'impression qu'on fait un chèque, on donne ça aux chefs d'entreprise, c'est un cadeau. Non, on donne. C'est pour réduire le coût du travail, réduire la fiscalité. Pourquoi? Eh bien parce qu'on veut que les entreprises embauchent, on veut que les entreprises se refassent une santé, qu'elles dégagent les bénéfices, qu'elles puissent ensuite engager ces bénéfices dans la recherche, dans l'innovation, dans les salaires et dans l'embauche. Est-ce que vous vous rappelez que la gauche a critiqué le bouclier fiscal de 14 milliards aux entreprises de Sarkozy? Alors, ce qu'on a critiqué à l'époque, ce qu'on a critiqué, je m'en souviens, je faisais partie de cela, c'était le bouclier fiscal à 50%. C'est les cadeaux qui ont été faits à Bettencourt et autres. Il n'y a pas qu'elle. Mais les cadeaux fiscaux, ça a été quoi quand même en 2012? Moins 196 milliards dans les caisses de l'État. Ça, c'est le deuxième levier. Donc, Monsieur Montrouge, vous ne pouvez pas me dire qu'on fait des cadeaux aux chefs d'entreprise. C'est pas aux chefs d'entreprise. On a besoin de compétitivité pour de l'embauche. C'est ça notre problème. Bien sûr qu'à La Réunion et en France... Ça passe par des coupes. Ça passe par... Mais j'en suis moi-même. Vous allez diviser par 3 la prime de naissance. Oui, mais j'en suis même moi. Mais bien sûr, mais nous étions sur ce problème de compétitivité. Une petite minute. Bien sûr que c'est douloureux, mais pour François Hollande, pour tous les socialistes. Mais c'est le chemin, j'en vois pas beaucoup. Il faut redonner de la compétitivité. Et je veux rajouter maintenant le troisième levier. C'est le levier de la demande. On ne peut pas dire, comme j'entends chez certains commentateurs, on mène une politique de droite. Non, quand Hollande augmente de 25%, pas Hollande, le gouvernement, 25% la prime de rentrée scolaire, ce n'est pas rien. 2% le RSA par an, ce n'est pas rien. 2% du SMIC, ce n'est pas rien. Les 60 000 postes d'enseignants, c'est bien de la redistribution, la plus grande partie, c'est il n'a pas créé 60 000 emplois. Attendez, mais alors, entre ça quand même, Monsieur Ramoudou, entre ça et ce qu'a fait Fillon et Sarko, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire de nouveau? J'ai entendu les quelques... le vœu pieux, enfin pas pieux malheureusement, le vœu de Sarkozy. Qu'est-ce que c'est? C'est de revenir en arrière. On supprime un poste de fonctionnaire sur 2. Et j'ai l'impression, honnêtement, je pense que vous avez peut-être la même impression, que pour la droite, le Graal, le summum, pour que ça aille mieux, c'est de mettre le service public en pièces. Et à ce moment-là, on aura de la croissance, on aura de tout. Et j'ai l'impression quand même... Là, il supprime des postes, plus de 1700 et quelques postes dans certains ministères, par exemple. Sur combien? Mais oui, mais il a annoncé. Comment voulez-vous faire 21 milliards d'économies? Mais on a quand même sauvegardé... Il supprime 3 milliards dans les collectivités. Quand il y a des efforts à faire... Ces collectivités qui sont exsangues aujourd'hui vont devoir augmenter les impôts. Pas du tout. Donc c'est les contribuables. Non, alors je vais parler de ma commune. On est une commune très riche. Sainte-Marie. Nous sommes une grosse commune, une belle commune, 30 000 habitants, très mal gérée, mais nous sommes une commune très riche. Parce qu'on perçoit énormément de taxes foncières, les taxes locales. Après, c'est une façon de gérer la commune. Et nous sommes, effectivement, je ne peux pas vous dire qu'on est une commune très bien gérée. On est la première commune la plus endettée de La Réunion. Parce qu'on gaspille beaucoup trop. Quand je dis très bien géré, parce qu'aux dernières élections, son maire a été réélu. Mais bien sûr. Alors, si, le premier tour, avec 60, je vais même vous donner le score. Plus de 63%. Ça vous a marqué? Oh non, mais je m'en souviens. Heureusement, quand même, que je me souviens du score. Mais c'est pas pour ça qu'elle est bien. C'est pas pour cela. Ça veut dire que les électeurs ne sont pas... Après, on se pose des questions. On s'interroge. Voilà. Puis vous n'êtes pas le dernier des observateurs de la vie politique, ni à Sainte-Marie, ni à La Réunion. Monsieur Montrouge, donc vous voyez comment ça se passe. Il y a des efforts à faire. On fait les efforts. Donc moi, je suis comme tous les Français. La question, c'est pas ce qu'a fait le gouvernement. La question aujourd'hui, c'est de savoir ce que fera le patronat. Est-ce que le patronat prendra ses responsabilités? Est-ce qu'avec les marges dégagées, effectivement, il va innover, faire de la recherche? De responsabilité, il y a normalement l'objectif de créer 1 million d'emplois. Oui, mais là, CICE, bien sûr, mais maintenant, la vraie question, et ni Hollande, ni Valls, ni moi-même, ni les militants, ni qui que ce soit ne peut savoir que fera le patronat. Si le patronat joue le jeu, il y aura de la redistribution, il y aura de l'emploi et on va redémarrer. Mais là, moi, je suis comme vous.
J'attends, et bien sûr, et les résultats sont là à venir, sont très longs à venir. Ben, on attend, mais je soutiens, et je suis un socialiste, et je ne trouve pas, pour terminer là-dessus, je ne trouve vraiment pas que Valls ou Hollande mènent des politiques de droite ou des politiques libérales. Loin de là, on est des sociaux-démocrates, on est des socialistes, et moi je ne suis pas là pour faire de la sémantique, je suis là pour trouver des solutions, pour travailler. Alors, les socialistes sont d'accord sur la politique du gouvernement, même si la politique, même si lors de la présentation de cette politique générale à l'Assemblée nationale, au lieu d'avoir les 306 voix que Valls a eu au premier vote, il n'a eu que 269. Donc, oui. Et là, on voit qu'au sein même du PS, on est en train de, je dirais, sanctionner ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire? Certains des députés estiment qu'on n'en fait pas assez pour la demande. Moi, Christian Annette, je suis un militant, je suis aussi responsable, comme tous les militants. J'estime que l'effort qui a été fait sur l'offre, l'effort qui est fait sur la demande, avec la forte contrainte de l'endettement, est le bon chemin à prendre, et il faut maintenir ce cap. Alors voilà, c'est la transition vers les États généraux qui débute à La Réunion, donc demain soir à la Nordève, donc au Parc des Expos. J'ai dit tout à l'heure, une crise de foi, une prise de conscience. Est-ce qu'on est encore socialiste? Quand je dis 11, je ne parle pas de moi, mais je disais que... Vous pourriez l'être, vous pourriez venir. Vous avez peut-être des idées. Non, j'y serai demain pour autre chose. La question, c'est, aujourd'hui, les socialistes se demandent, est-ce que, quand on soutient cette politique que mène Valls, est-ce qu'ils sont encore socialistes? C'est ça la question à laquelle vous voulez répondre. Oui, on va y répondre. Demain, c'est le débat. Je ne vais pas répondre pour les autres. Moi, être socialiste à La Réunion, c'est quoi? Être socialiste à La Réunion, c'est se battre pour les plus modestes. C'est se battre pour l'école. On va en parler, j'espère. C'est se battre pour l'accès au savoir, l'accès aux responsabilités. Se battre pour faire construire à La Réunion 95 000 logements sociaux d'ici 2030. Parce que si on ne les construit pas, c'est encore davantage de familles qui seront exclues, et on aura une société qui ne sera plus du tout équilibrée, et ce dont on parle, le bien vivre ensemble, ça sera terminé. C'est ça pour moi être socialiste aujourd'hui. Et je suis un socialiste. Vous dire ça, et quand on voit ce qui se passe là en ce moment dans le cadre du projet budget 2015, et il va sabrer dans les prestations familiales. Là, vous touchez des gens... Monsieur Montrouge, quand vous me dites ça, comme ça, c'est... Oui. Vous donnez l'impression d'être un comédien, mais je ne dirais pas de quel film. Bon, ok, c'est un manque à gagner. Effectivement, c'est la prime à la naissance du deuxième enfant. Oui. Moins 600 €. Mais vous le savez aussi bien que moi, il a fallu gagner. Attendez, monsieur Montrouge. 14 ans, la majoration des allocations familiales. Ça va être fait progressivement. Mais vous savez, comme moi, qu'il faut gagner 700 millions. Ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Bien sûr que ça se fait dans la douleur. Ce qu'il y a de pire, c'est que tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour dégager des marges, pour avoir des marges à Bruxelles, à Paris, pour avoir des marges, pour être compétitif et pour créer de l'emploi. L'emploi à La Réunion, c'est ça notre drame. C'est ça le drame. Donc, vous ne pouvez pas me dire, bien sûr que quand vous avez 600 € en moins dans le portefeuille, ça fait quelque chose, mais vous ne pouvez pas me dire que vous avez rencontré une femme à La Réunion qui a fait un enfant pour toucher une prime de 900 €. On fait un enfant parce qu'on veut faire un enfant. Que ce soit un manque à gagner, c'est une évidence. Mais ce n'est pas les allocations familiales qui sont divisées par 3, comme j'ai entendu. Donc, bien sûr que c'est douloureux. Bien sûr. Douloureux et impopulaire. Et c'est très impopulaire. Et ce qui est d'autant plus grave. À la veille des élections. Absolument. Bon, mais c'est comme ça. Et c'est courageux. Tant pis pour les élections. C'est impopulaire. Et c'est vrai, si vous me permettez l'expression, Hollande, Valls, nous, on se tape le sale boulot. Mais il faut le faire. Donc je suis, moi, satisfait qu'on le fasse. Et je soutiens le gouvernement pour ça. Quel que soit, on ne peut pas mener une petite politique, changer de cap, parce qu'il y a des élections. Il nous reste 5 minutes, on va revenir sur les États généraux. Alors, demain soir, avec... il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. C'est tout. J'aurais bien aimé parler quand même de l'école et de Sainte-Marie. Une minute. On revient juste après. Mais juste sur le débat demain soir, de quoi vous allez parler rapidement, et avec qui allez-vous parler? Nous allons parler avec les militants. C'est eux qui parlent. Ce n'est pas un meeting. Il n'y a pas de grande prise de parole de 5-10 minutes, c'est 3 minutes pour celui qui anime le débat. Vous en attendez combien de militants? Je pense, j'espère, 700-800 militants. Donc, on anime, il y a 5 thèmes qui ont été retenus, des thèmes pour les Réunionnais, être socialiste à La Réunion, j'espère n'avoir pas défloré, enfin j'ai dit mon sentiment là-dessus, un débat sur la jeunesse,
que sera le jeune de demain? Hein, c'est pour lui, il est au cœur du projet. Et comment fait-on pour favoriser son émergence? Un débat sur l'éducation, la formation, l'identité et la culture. Comment affirmer notre culture qui est métisse, diverse, hein, et une culture, une identité qu'on a du mal à affirmer. On n'est pas comme les autres. On a droit à la différence, mais on a du mal à l'affirmer. Sur l'identité, un thème sur l'aménagement du territoire et un thème sur l'économie et l'emploi. Voilà les 5 thèmes pour demain. Alors, parmi il y aura donc des socialistes, il y aura également des représentants des autres partis. Oui, nous avons invité tous les partis de gauche. Alors, je ne sais pas. Tous, oui, tous sans exception. Le Progrès également? Aussi, tous sans exception. Et avec eux, vous allez avoir le même débat ou c'est les débuts d'une discussion pour les régionales de 2015? Non, on est dans le débat d'idées, on suit notre calendrier national, on est dans le débat d'idées, et ce débat d'idées, il est là pour alimenter bien sûr notre projet, hein, qu'on a présenté au Réunionnais l'année prochaine. Alors, on va parler d'école, parce qu'il nous reste... de Sainte-Marie. De Sainte-Marie. J'aimerais bien. Alors, il nous reste 3 minutes. Alors, en tout cas, il y a un courrier de Jean-Louis Lagourgue qui ne vous a pas plu. Non, je ne peux pas dire. Il y a eu votre courrier. Oui, il y a eu mon courrier, hein, voilà. Et puis, il y a un courrier de Jean-Louis Lagourgue sur quoi? Sur l'application de la réforme scolaire. Pourquoi? Je ne dis pas que ça ne m'a pas plu, ça m'a pas surpris, parce que plus la ficelle est grosse, plus elle a des chances de passer. Que dit M. Lagourgue dans ce courrier? Il dit une chose que j'aime beaucoup, c'est l'école de la République, hein, qui est organisée sur un principe égalitaire. Et il dit qu'il y a 540 marmailles qui participent aux activités périscolaires. J'en suis très heureux pour eux. 540 sur plus de 4000. Ça veut dire qu'il y a 3460 et plus qui ne participent pas. Vous savez pourquoi? Au nom de l'égalité. Pas d'argent, pas d'activité périscolaire. Parce qu'il faut payer 15 € pour la garderie, puis plus de 15 € pour les activités périscolaires. Donc, par mois, imaginez. Ça, c'est un petit peu le cas dans toutes les autres communes. Non, moi je l'organisation des activités périscolaires, malheureusement, ça n'a pas été prévu dans le cadre de cette réforme. Monsieur Montrouge, alors, une petite minute. Vous m'accordez 2 minutes de plus? Alors, d'abord, l'organisation. Il y a une commune à côté. Moi, je pense que c'est une volonté politique. Sainte-Suzanne, ben, ce n'est pas une plus grosse commune que nous. Elle a moins de recettes que nous. Eh bien, ils ont organisé les activités périscolaires et c'est gratuit. Donc, tous les enfants y participent. Et je trouve scandaleux qu'on exclue des enfants des activités périscolaires parce que les parents n'ont pas d'argent. Pourquoi? On connaît le mal de notre éducation à La Réunion. On a une éducation très inégalitaire. On est l'avant-dernière académie de France. Et là, on a une chance de donner des facilités par ces activités et rien ne se fait. Donc ça, ce n'est absolument pas égalitaire. Et je veux le souligner. À combien se monte le montant de la subvention de l'État pour le... Je peux pas vous le dire comme ça. Le deuxième point, qui est encore plus scandaleux, au nom de l'égalité, l'école Sainte-Madeleine perçoit 140 000 € par an de subvention. Et pour pas qu'on se traite de menteur par médias interposés, hein, je vous ai apporté là les décisions du conseil municipal, hein, que je vous laisse, 140 000 € pour l'école de la commune, subvention communale, au nom de la loi Debré de 59. Donc, si l'école Sainte-Madeleine, la seule école privée de Sainte-Marie, perçoit 140 000 €, ça signifie que toutes les écoles, il y en a 20 autres, doivent aussi toucher 140 000 €. On est d'accord, c'est ça le principe d'égalité, hein, cher à la République. Eh bien non, les autres écoles touchent 7 500 € de subvention par an. Voilà le principe d'égalité. Vous avez demandé l'explication? Mais bien sûr, ça fait 5 ans qu'on demande l'explication, mais il n'y en a pas. C'est un choix politique, Monsieur Montrouge. Et c'est pour ça qu'il a si bien réussi les élections. Tout le monde est content, donc voilà. Merci. Il n'y a pas que les gens de l'école Sainte-Madeleine qui ont voté pour lui. Non, 7 500 € par école publique et 140 000 €. Voilà le principe d'égalité chez Monsieur Lagourgue. C'est fini. Merci, Christianette. Je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral au PS et que demain, donc, vous êtes aux États généraux. Donc, et je vous invite demain à ces états généraux. Merci donc, rendez-vous sans doute à demain. Merci à vous pour votre fidélité à Télé Créole. Bonsoir chez vous.